va tout de suite accueillir notre deuxième présentatrice, Margot Desartines, qui est étudiante au doctorat en biologie à l'université de Sherbrooke, une lyonnaise, donc de Lyon en France, égarée au Québec, couturière à ses heures perdues, mais surtout le dernier fun fact, je pense que c'est pas mal mon préféré, elle a appris le tir à l'arc en prévision d'une apocalypse zombie. On espère qu'elle est bien préparée. Et elle va pas nous parler de zombies aujourd'hui. Enfin, sous certains aspects, peut-être que ça peut l'être. Mais elle va tout de suite monter sur scène pour sa présentation dans les entrailles du savoir, secrets, bactéries et idées reçues. Margot, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Merci de me permettre de présenter aujourd'hui. Et donc, comme elle vous l'a dit, on va dans les entrailles du savoir ce soir, et particulièrement dans les entrailles de Sylvie. Bonjour Sylvie. On remercie Sylvie ce soir de nous prêter son corps à la science, parce que sans elle, j'aurais pas pu faire de présentation. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est allumé. Pardon. Voilà. Donc, première question pour vous, importante. Est-ce que vous pensez que notre microbiote intestinal a un impact sur notre santé ? Question facile. Oui, en effet. Mais avant d'aller un peu plus dans le sujet, je vais vous faire une petite définition très rapide du microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les micro-organismes, bactéries, virus, champignons, qui sont présents dans notre système digestif. Et donc, moi, comme je suis une grande fan de bactéries, je vais particulièrement vous parler de ça ce soir. Donc, microbiote intestinal, un sujet à la mode, surtout depuis ces dernières décennies, et tellement à la mode qu'il y a même des scientifiques qui ont, on va dire, un peu débunké certains mythes, réfuté certaines idées erronées qu'il y avait avant les années 2000, ou même jusqu'en 2016. Avant, on pensait qu'il y avait 10 fois, voire 100 fois plus de bactéries sur et dans notre corps que de cellules humaines. Donc moi, c'est ce qu'on m'a appris en 2013, quand j'étais étudiante au bac en France. Et donc j'étais trop contente, j'ai raconté ça à mon neveu, ma nièce, ils me regardaient avec des yeux un peu apeurés. Et finalement, en 2016, il y a une étude qui a montré que non, il y a à peu près autant de bactéries que de cellules humaines dans et sur notre corps, tant mieux. Je suis désolée pour mon neveu et ma nièce que j'ai traumatisé, et je suis heureuse de vous apprendre que non, on n'est pas des bactéries sur pattes. Donc oui, voilà, le microbiote, sujet à la mode, surtout ces derniers temps, et beaucoup d'études qui ont été faites en association du microbiote intestinal avec différentes pathologies humaines, comme par exemple des maladies cardiovasculaires, l'AVC, pour donner un exemple, des maladies métaboliques comme le diabète, ou même des maladies neurodégénératives comme la Parkinson. Et encore plus récemment, il y a même un petit coup de projecteur sur le microbiote de l'appendice. À main levée ici, qui c'est qui n'a plus son appendice ? Ok, on n'est pas beaucoup quand même. Je suis désolée de vous annoncer que l'appendice a potentiellement un rôle dans la santé, donc bon, on va essayer de vivre sans. Donc, alors, l'appendice c'était considéré, c'était décrit par Charles Darwin, qui ne dit pas que des choses très intelligentes, comme un organe vestigial, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et finalement, il y a des études sur l'évolution qui ont montré que ce serait associé finalement à une longévité chez certains mammifères. Donc finalement, peut-être pas si inutile que ça. Une appendicectomie, donc quand on enlève l'appendice, serait aussi associée à une augmentation de certains cancers, comme le cancer colorectal. Et même, on aurait vu qu'il y aurait comme une structure avec des globules blancs, donc du tissu de l'immunité, donc qui serait impliqué, pourquoi pas, dans la réponse immunitaire. Et donc tout ça, en plus de ça, ils se sont même rendus compte, des scientifiques, qu'il y avait un microbiote dans l'appendice et qui serait bien différent du microbiote intestinal. Et ils ont émis l'hypothèse un peu que ce serait un réservoir potentiel pour les bonnes bactéries, pour réimplanter en fait dans l'intestin lorsque, par exemple, il y a une diarrhée ou que vous utilisez trop d'antibiotiques et il y a une dysbiose. Et donc là, ce serait comme c'est une hypothèse que les scientifiques amènent pour l'instant qui mérite d'être étudiée. Bon, j'ai parlé un petit peu du microbiote intestinal et de son rôle dans les pathologies humaines. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est son rôle dans les infections alimentaires. Et quand je parle d'infections alimentaires, je vais parler de bactéries, donc des bactéries qui sont présentes à l'extérieur de notre système digestif et qu'on va ingérer, qui vont induire une infection dans notre intestin.
avec des symptômes comme diarrhée, maux de ventre, vomissements, etc. Super cool. Et donc, pour étudier ça, Sylvie, qui a prêté notre corps et qui maintenant a des cheveux, c'est un petit peu mieux, a accepté de faire un petit test avec nous. Donc, elle nous a laissé embarquer toutes dans le bus magique, rétrécir et aller explorer son intestin. Donc voilà, tout est beau, tout est rose, on est bien arrivé. Et puis là, on lui a demandé un petit truc qui n'est pas très éthique, je l'avoue, mais bon, elle a accepté. Donc on lui a demandé de manger un muffin qui aurait traîné sur le comptoir depuis environ 6 mois. Donc elle l'a mangé. Et puis là, elle commence à se sentir pas très bien, maux de ventre, diarrhée, elle comprend pas trop pourquoi en fait. Comment, Sylvie, t'as mangé un muffin? Donc, moi je sais pourquoi elle va pas très bien. C'est que sur ce muffin-là, il y avait des bactéries pathogènes qui induisent donc des infections intestinales et qui ont décidé, qui ont embarqué dans l'intestin et puis ils ont essayé de créer une infection. Et là, comme je vous l'ai dit, hop, dans le ventre de Sylvie, il y a quand même un microbiote intestinal, donc il va y avoir une petite guerre, quoi. Et donc le microbiote intestinal, il est connu dans la littérature, par exemple, pour avoir certains petits rôles pour essayer de défendre contre des infections causées par des pathogènes alimentaires. Une chose qu'il peut faire, c'est manger tous les nutriments qui sont un peu à disposition dans l'intestin et qui seraient nécessaires pour les bactéries pathogènes pour pousser. Donc du coup, elles ne peuvent plus pousser. Il y en a certaines qui sont capables de produire de l'acide pour diminuer le pH, et ça, certaines bactéries pathogènes n'aiment pas trop ça. Et il y en a même qui sont capables de sécréter des toxines pour tuer directement les bactéries pathogènes. Donc finalement, l'intestin, le ventre de Sylvie, c'est un peu comme un champ de bataille. D'un côté, vous avez les bactéries pathogènes qui essayent de se frayer un chemin, créer une infection. Puis de l'autre côté, vous avez le microbiote intestinal en vert qui essaye de se défendre tant bien que mal, de riposter, etc. Et moi, là-dedans, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette petite arc miniature-là. Donc cet arc-là, c'est une arme de guerre que certaines bactéries possèdent. Majoritairement, c'est des bactéries pathogènes qui la possèdent. Et puis, elles ont des petites toxines au niveau des flèches. Et ça leur permet directement de tuer les bactéries du microbiote et les bactéries qu'on va appeler bactéries cibles. Et donc, cette arc miniature, il y a beaucoup de bactéries qui l'ont. Et il y en a une que vous connaissez probablement, c'est Salmonella. Vous la connaissez parce qu'il y a souvent des rappels à la salmonelle. Donc, par exemple, dernièrement, 19 août, il y a eu un rappel avec des produits alimentaires contenant des pistaches qui étaient contaminés à la salmonelle. Puis avant ça, il y avait les cantaloupes, même aussi le poulet, etc. Donc, c'est connu dans la littérature que la salmonelle, elle aime bien utiliser son arc pour tuer les bactéries du microbiote et induire une infection. Mais, parce qu'il y a un mais, la salmonelle, c'est un peu une bactérie un petit peu fancy. Elle a besoin de petits macarons, de la bonne nourriture pour assembler et utiliser son arc dans un laboratoire. Donc nous, on n'a pas ces macarons-là dans le laboratoire. Du coup, on n'arrive pas à lui faire assembler. Par contre, on a une bactérie géniale qui, elle, a le même type d'arc, qui en fait un super beau modèle pour étudier les infections alimentaires. Et cette bactérie-là, c'est un super archer. Elle s'appelle Chronobacter. Autrement dit, Chronos. Chronos, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça vient de la mythologie grecque. Alors pourquoi elle porte ce nom-là? C'est que Chronos, qui est le dieu du temps... Oh non, je suis allée trop vite. Dommage. C'est que Chronos, c'est le dieu du temps, et il a lu une prophétie qui disait qu'un de ses enfants, en grandissant, allait le tuer et prendre sa place. Et donc lui, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il décide de faire? Bon, vous le savez, de manger tous ses nouveau-nés. Super, le papa. Mais bon, bien entendu, il y a un de ses enfants qui n'est d'autre que Zeus, qui survit à ça et qui revient plus tard, le tue et prend sa place sur le trône, comme quoi, par définition, une prophétie, ça se réalise. Donc, Chrono, elle s'appelle comme ça tout simplement parce qu'elle est présente dans le lait en poudre pour nourrissons. Le lait en poudre aussi qu'on donne particulièrement aux prématurés qui sont encore plus sensibles à l'infection par Chrono. Bon, Chrono, c'est pas trop une bactérie que tu retrouves chez Sylvie, mais du coup, c'est un super modèle pour étudier l'arc qui, lui, est présent chez de nombreuses bactéries pathogènes intestinales. Donc, pour vous faire un petit schéma de ce que c'est un arc miniature d'un point de vue avec un microscope là, dans notre laboratoire, vous avez la peau ou la membrane de Chrono, juste ici, et la flèche qui s'étend dans son cytoplasme, ou autrement dit dans son ventre.
Et quand Chronos lâche la corde, la flèche part et va planter directement la bactérie cible. Donc moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans mon laboratoire, c'est d'étudier un petit peu comment les bactéries cibles elles sont capables d'échapper un peu aux flèches qui sont lancées contre elles. Et donc pour ça, j'étudie pas l'intestin parce que j'aime pas trop ça. Moi, je travaille avec des souris, c'est pas trop mon truc. Par contre, il y a un truc que j'aime vraiment bien, c'est les boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est des petites boîtes où vous mettez plein de nutriments dedans. Et puis moi, je mets du coup ma petite proie avec ma chrono et son arc, et puis je les laisse se battre entre elles et regarder comment ma petite proie est capable de survivre à ça. Et donc j'appelle ça des tests de compétition. Donc ça, c'est une petite photo de moi en plein test de compétition. J'adore mettre mes petites bactéries en compétition, par contre je suis très pacifiste dans la vie, vous inquiétez pas. Donc ce que j'ai pu découvrir avec ces petits tests-là, c'est que les petites bactéries proies du microbiote, elles ont plein de petits poils autour d'elles, et ces petits poils-là, c'est un peu comme du velcro. Et quand on regarde d'un peu plus loin avec un microscope, on se rend compte qu'elles peuvent se coller les unes aux autres, comme des petits agrégats, qui sont même des fois visibles à l'œil nu. Et ça, c'est ce que j'appelle la tortue romaine. C'est une technique de défense géniale. Et du coup, Chrono, quand elle lance ses flèches, ça ne marche pas, ça ne les tue pas, parce que celles qui sont à l'intérieur sont protégées. Du coup, Chronos, elle n'est pas très contente. Mais ça, c'est une hypothèse de défense qui a été trouvée dans un laboratoire, donc il faudrait encore le vérifier dans un intestin, etc. Donc pour l'instant, c'est quand même à l'étape d'hypothèse. Donc je vous repose la question, est-ce que le microbiote intestinal est important dans les infections alimentaires? Oui, très bien. Donc on remercie Sylvie ce soir pour avoir donné son corps à la science et on emprunte le chemin de la sortie. Et j'espère que vous avez aimé le voyage. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Margot pour ta présentation. C'est l'heure des questions. Même principe que tout à l'heure, levez la main, allez au micro et n'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui se déplace, allons-y. Oui, et cet arc et cette flèche m'intrigue. Je regardais justement sur Internet. C'est quoi? C'est une protéine en réalité? C'est quoi exactement qui sort de la bactérie? Tu parles de l'arc? Ouais. C'est un système composé d'une quinzaine de protéines différentes qui s'assemblent au niveau de la membrane. Okay. Et en fait, si tu veux, il y a un peu la pointe de la flèche qui, elle, est couplée à des toxines. Okay. Et donc, c'est en perçant ça va relâcher les toxines dans la cellule cible. Et c'est ces toxines-là qui vont les dégrader comme la membrane de la cellule ou d'autres choses importantes, l'ADN, etc. C'est-tu genre le système... je pense qu'il y a comme 3 ou 4 générations de systèmes de transfert de trucs. J'ai oublié le nom exact, genre AT3R ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a rapport avec ça ou c'est autre chose? Non, je pense pas. Les bactéries, elles possèdent beaucoup de systèmes de sécrétion, parce qu'on appelle ça un système de sécrétion. Il y en a à peu près il y a 6 grandes classes, mais il y en a plus que ça, il y en a à peu près 11, il me semble, au total. Et donc ça fait partie. Mais il y en a d'autres qui transfèrent de l'ADN, il y en a d'autres qui transfèrent aussi d'autres toxines, etc. Merci. D'autres questions dans l'auditoire? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, moi, j'en ai une. Est-ce que cet arc, il peut vraiment tuer toutes les bactéries ou il y en a qui sont résistantes, qui sont connues pour être vraiment résistantes? Bah oui, hein, c'est pas un bazooka, le truc. Alors, oui, il y en a qui sont connues pour être résistantes. En général, par exemple, on va dire qu'il y a 2 classes de bactéries. On va dire ça rapidement. Il y a les monodermes et les didermes. En d'autres mots, il y a des grammes négatives et grammes positives. Les grammes positives, ça les tue pas. Parce qu'elles ont un peptidoglycane qui est vraiment trop épais. Et elles sont responsables de quel genre de maladie? Est-ce qu'il y en a qui sont connus, mettons, par le grand public? Par exemple, tu as Staphylococcus aureus. Des fois, c'est une maladie de la peau, ça peut être maladie des yeux aussi, conjonctivite, trucs comme ça. Ouais. Ouais, je pense que ça rend malade un peu partout. Ouais. Staph, on connaît normalement, pas mal. Ouais, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort?
Ok, la question c'est, est-ce que la torture romaine, c'est quelque chose que les bactéries font dans l'intestin ou c'est quelque chose qu'elles font généralement? Ok, c'est ça. Du coup, c'est un mécanisme qui est observé dans plein de bactéries différentes, qu'elles soient pathogènes ou pas du tout, d'ailleurs. Est-ce que c'est observé dans l'intestin? Moi, actuellement, je travaille en laboratoire, donc non, ce n'est pas quelque chose que j'ai observé dans l'intestin. Par contre, c'est possible que ce soit déjà observé, ce genre de structure-là. En majorité, c'est la première étape de la formation de biofilms. Donc, une des premières étapes de la formation de biofilms. Donc, in fine, ça donne une structure qui, elle, peut être retrouvée, oui, dans l'intestin ou dans d'autres ailleurs. Donc, c'est quand même assez ubiquitaire comme structure. On a le temps pour encore une question. Je vois une main levée, je pense, au fond. Ouais. L'arc que tu parles, est-ce qu'il peut traverser un biofilm ou c'est... Ça fait longtemps que je n'avais pas lu là-dessus. Alors, il y a des études qui Est-ce que montrent... tu peux répéter Oh oui, la pardon. question, Est-ce que l'arc peut traverser un biofilm? Alors, il y a quelques études qui montrent des choses différentes. Il y en a, par exemple, qui montrent que quand le biofilm est déjà fait, ça ne marche pas. Et il y avait d'autres études aussi qui montraient que dans un biofilm polymicrobien, c'est-à-dire avec plusieurs microbes à l'intérieur qui participent à la formation de ce biofilm-là, des fois l'arc est activé pour certaines bactéries et ça fonctionne. Mais là encore, même les études sont un peu mitigées, on va dire. Il y en a qui tendent vers une idée, puis d'autres tendent vers l'autre. Bon, je vais assouvir ma curiosité. Une autre question. Est-ce que l'arc, ça peut être quelque chose, qui peut être réutilisé comme pour traiter des maladies, mettons, intestinales ou autres, en fait? Oui, carrément. On aimerait bien essayer de faire ça. Mais ça peut. C'est en recherche. Pour l'instant, il ne me semble pas que ça soit utilisé en clinique. Mais d'ailleurs, dans ton labo. On aimerait bien faire une collaboration avec ton labo pour faire ça. Ce serait une idée future, oui, effectivement, de copier le code génétique qui permet de créer ces arcs-là, de les modifier, de les améliorer, de les donner à des bactéries comme des bactéries qui vont être comme des bactéries qui sont utilisées pour certains prébiotiques comme probiotiques, comme E. coli, Nicelle, par exemple. Et du coup, traiter des maladies intestinales, inflammatoires, des choses comme ça. Super, merci beaucoup Margot Merci. pour cette belle présentation.